Commenter ce qui agite la tech. Eh bien, avec moi, nous avons Alain Staron, évidemment, le disrupteur opérationnel. Bonjour Alain. Bon, c'est-à-dire, quand je dis opérationnel, c'est qu'en fait, vous mettez vos conseils en pratique quand même, à travers votre société. Donc, il est PDG d'Amborella, je le rappelle. Et à ses côtés, Tristan Nitto, figure du web, de l'open source. Une des dernières initiatives pour vous suivre, c'est le projet de moteur de recherche unsearch.io. Voilà, mais il y a plein d'autres initiatives autour de Tristan Nitto. On ne va pas toutes les citer là, ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est de commenter l'actu. On va commencer avec le sujet le plus franco-français, le chèque télétravail. Donc, on a une proposition de loi qui permettrait donc d'attribuer 600 € maximum par an aux personnes, aux employés qui auraient besoin eh bien, de justifier de frais liés au fait qu'ils télétravaillent, peut-être chez eux, mais peut-être aussi dans un espace de coworking. Et ce serait une défiscalisation voilà, sur ces frais. Alors, que pensez-vous de cette proposition? Est-ce qu'elle vous semble justifiée, vu la période? C'est toujours bien d'encourager les gens à télétravailler. Après, trop de télétravail tue le travail, pas que le télétravail. Un sceptique du télétravail. Il faut se souvenir de qui l'apôtre, un des premiers à avoir proposé le télétravail, c'était Steve Jobs. Il lance un ordinateur domestique. Il dit à quoi ça va servir? Peut-être à travailler. Et le même Apple qui a envoyé tous ses employés chez eux pendant le Covid, leur a tous demandé de revenir. Au moins 3 jours par semaine. Et quand on écoute Tim Cook, il dit c'est vraiment top le télétravail, ça nous a permis de nous protéger. Donc en période, je ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. En période de crise, c'est très très bien de télétravailler, sauf qu'il manque la créativité, l'énergie, l'esprit d'équipe, l'enthousiasme, etc. Tout ce qui est apporté par le rapport humain. Et je ressens dans la start-up que j'ai en ce moment, parce que je ressens tous des jeunes, tous envie de télétravailler, mais quand on passe les entretiens, on dit mais moi je préfère venir. Et il y a un problème certain aussi, c'est la culture d'entreprise qui est compatible ou pas avec le télétravail. Si vous ne faites pas confiance à vos employés, si vous n'êtes pas dans un management par objectif et que les gens y travaillaient parce qu'ils étaient sous le regard du patron, que vous mettez ça en télétravail, eh ben, c'est une catastrophe. Ça va être compliqué. Et donc, toutes les entreprises ne sont pas adaptées au télétravail. Et ça, si on ne le sait pas, on va dans le mur. Enfin, en tout cas, on se cogne et ça fait mal. Maintenant, c'est plutôt une bonne chose, ce chèque. C'est un petit progrès, parce qu'avant, on était C'est un peu comme le chèque déjeuner. C'est un peu comme un chèque déjeuner, finalement. Oui, mais on avait déjà une allocation télétravail à 550 €, mais qui ne s'appliquait pas en dehors de la maison. Oui. Et si vous avez des jeunes enfants ou une maison trop petite, etc., c'est bien de pouvoir utiliser cet argent pour aller dans un endroit spécial à l'extérieur de la maison. Et ça, l'allocation ne le couvrait pas. Et maintenant, le nouveau chèque, s'il est confirmé, le couvrirait. Donc, c'est un progrès, parce qu'on passe de 550 à 600. C'est pas beaucoup. Mais surtout, on élargit la possibilité d'utiliser ça à l'extérieur de la maison. Donc, pourquoi pas? Ça vous choque pas? Vous dites pas encore un truc à la française? Ah non, ça fait pas. Et puis, ça développe aussi les tiers-lieux. C'est-à-dire qu'on voit bien les hôtels, en particulier du groupe Accor, qui étaient à la rue, quand on fermait les hôtels, ils ouvraient des salles de réunion. Ils viraient les lits dans les chambres, ils en faisaient des salles de réunion, des salles de travail. Donc le tiers-lieu qui permet de se retrouver à 2 ou 3 est un moyen terme entre je fais beaucoup de transport dans des métros bondés où je peux attraper le Covid et je reste chez moi où je suis vraiment tout seul. Et dès qu'on doit échanger sur des sujets, on doit faire preuve un peu de créativité. À distance, c'est très compliqué. Absolument. Alors, deuxième sujet, c'est un moratoire demandé par Euclidia sur les stratégies cloud des pays européens. Euclidia, c'est une alliance d'acteurs européens des technologies du cloud. Ce moratoire, ça me fait penser au moratoire demandé par la Commission européenne sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on a besoin d'un moratoire sur les stratégies cloud européennes? En fait, au départ... Si on revient à 13 ans en arrière, la notion d'Europe, c'est aussi l'idée d'avoir un marché commun. Donc vraiment, je reviens dans les annales de l'histoire, mais l'idée est intéressante. Et finalement, comme chaque pays commençait à mettre en place des certifications ou des exigences à chaque fois nationales, ça voulait dire que des entreprises de petite taille
comme malheureusement souvent en France et en Europe, et ben en fait se retrouver à devoir franchir des frontières en termes d'exigence de certification pour aller dans les différents pays. On n'avait plus ce marché européen. Et si on veut que l'Europe continue à aller de mieux en mieux au niveau technologique, il faut limiter, réduire ces barrières entre les différents pays. Et donc, ce moratoire, c'est probablement une bonne façon de faire. Moi, je n'étais pas, au départ, pas super enthousiasmé par cette idée de moratoire, mais je comprends que vu la petite taille des entreprises en Europe et ces barrières qu'ils doivent franchir à chaque pays, il vaut peut-être mieux en avoir. Il faut peut-être expliquer les barrières, parce qu'on se dit, mais quelles sont ces barrières, finalement, qui sont propres au cloud? C'est qu'en France, en l'occurrence, on travaille, enfin, le gouvernement a travaillé autour d'une standardisation, on va dire, du cloud de confiance, qui rend effectivement les choses plus compliquées pour les petits acteurs du cloud. Le Secnum Cloud, effectivement, de l'ANSSI exige des certifications qui sont bien. Enfin, je veux dire que l'idée en elle-même est excellente. L'idée, c'est d'être plus protecteur. Je ne suis absolument pas en train de critiquer le travail de l'ANSSI. Néanmoins, ça veut dire que chaque petite entreprise doit faire des efforts coûteux. Et donc, c'est plus dur pour une petite entreprise française ou allemande que pour un GAFA de faire ces mêmes efforts. Donc, il faut se méfier quand même de ne pas pénaliser nos acteurs européens. Et l'inquiétude, c'est que cette doctrine, finalement, se diffuse partout en Europe. Voilà, exactement. Se trompe de course. Encore une fois. Qui se trompe de course? Qui? Nous. C'est qui, nous? Les gens qui font le moratoire, mais même les instances. L'encouragement à l'innovation en Europe, ce qui se trompe de course. Pourquoi? La course du cloud, elle est partie il y a très très longtemps, elle est très bien engagée, il y a des gens qui sont très devant, les autres ne vont jamais arriver à les rattraper. Donc c'est très bien. J'ai entendu ce discours déjà de la part d'Emmanuel Macron qui disait on a perdu cette bataille. Exactement. Donc il est un peu revenu dessus après quand même. Hein. Non mais bon, j'ai la liberté de parole qu'il n'a pas, donc je continue. Donc effectivement, il est indispensable de réglementer des gros. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est des gros qui ne sont pas européens, donc un problème de recherche et de libre arbitre. Et d'autre part, parce qu'ils empiètent sur... Enfin, leur relation avec les citoyens devient telle que, à un moment, il faut mettre des limites. Donc la réglementation sur qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger les données qui sont dans un cloud est très bien. Mais ça ne s'intéresse qu'aux gros. Un petit, comme vous dites, n'a jamais aucune chance de faire le job. D'où ma question, la course suivante, quelle est-elle? Parce que sur la course suivante, tout le monde est petit. La course suivante, ça pourrait être justement l'Europe, parce que vous dites on est petit en France, mais on est petit en Allemagne, en Italie. Oui, peut-être que si on se réunit et qu'on fait l'Europe, on peut rêver peut-être. Mais... Aujourd'hui, d'abord il le faut, tout à fait. Il le faut, et un des premiers sujets qu'on a, c'est les langues, mais enfin, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il faut bien sûr harmoniser autant qu'on peut l'Europe. Maintenant, moi, je voudrais qu'on se pose la question et qu'on se mette à réfléchir sur qu'est-ce qui vient après le cloud. Qu'est-ce qui vient après le cloud? Et qu'on raisonne non pas en j'ai un machin qui s'appelle cloud, et c'est là-dessus qu'il faut légiférer, mais raisonner en de quoi avons-nous besoin de protéger les données personnelles, et quel est le meilleur instrument aujourd'hui pour protéger les données personnelles, sans se poser la question du cloud ou pas. Et là, faire émerger des champions qui pourraient être européens, parce qu'en plus c'est dans l'ADN européen de protéger les individus, qui pourraient développer des nouvelles technologies qui permettrait de protéger les données privées, quel que soit le cloud utilisé. Oui, c'est trop tard. Notre disrupteur nous dit, en fait, il faut penser à l'infrastructure de demain. Exactement. Mais en attendant, on a une infrastructure aujourd'hui existante, et ce que dit aussi cette coalition, c'est on ne fait pas d'études d'impact de risque sur les décisions qui sont prises aujourd'hui. Est-ce qu'on peut évaluer les risques ? Oui, mais c'est super compliqué et ça prend aussi du temps d'évaluer des risques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais après, il faut régler le curseur au bon endroit. On a un problème qui est malheureusement très classique dans la régulation numérique. C'est que la régulation, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions, c'est l'État, c'est des lois, et ça avance à sa propre vitesse, qui n'est pas celle du numérique, qui est infiniment plus lent que le numérique. Et on pourrait en parler pendant des heures de toutes ces fois où on a essayé de réguler quelque chose et les géants du numérique ont contourné le machin en 24 heures.
qui fait que c'est bien de vouloir réguler, et il faut faire attention de ne pas arriver après la bataille, de faire attention de ne pas mettre les bâtons dans les roues de nos acteurs français ou européens. Et on s'arrache les cheveux. Enfin, moi, j'ai été 3 ans au Conseil national du numérique. À chaque fois qu'on essayait de faire quelque chose, on prenait ça en compte, parce que c'était très compliqué de vouloir réguler quelque chose sans avoir la capacité d'aller aussi vite que les entrepreneurs, surtout les géants américains. Favoriser les acteurs locaux, c'est vraiment l'objet de ce moratoire, en tout cas. Oui, et il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais qui est vraiment problématique, c'est ce fameux Cloud Act, où on laisse nos Américains, qui eux sont tenus par une loi extraterritoriale américaine, qui dit qu'en gros les États-Unis peuvent aller fouiller dans les serveurs en France, en Europe, où qu'ils soient, s'ils sont la propriété d'une entreprise américaine. Donc, c'est peut-être plus ça le problème, et en fait, en n'en parlant pas, je pense qu'il faut pénaliser les entreprises qui sont soumises au Cloud Act, donc les entreprises américaines, non pas parce qu'elles sont américaines, mais parce qu'elles sont soumises au Cloud Act, et ça, c'est factuel, et c'est un vrai danger. Et ça c'est l'infrastructure d'aujourd'hui, c'est l'exemple, c'est le hub de données de santé des Français qui est confié à Microsoft. Donc, lançons une initiative, un projet, un appel à projet très rapide qui dit qu'est-ce qu'on fait sur les infrastructures existantes, il ne s'agit pas de renverser la table, pour protéger les données. Il y a une solution très simple qui est la séparation des pouvoirs. Celui qui stocke ne peut pas crypter, et celui qui crypte ne peut pas stocker. Si on décidait d'imposer ça, vous savez, le problème est réglé, puisque les Américains pourraient accéder à des données qui ne seraient que cryptées. Ça pose quelques problèmes technologiques, parce que on veut décrypter les données on the fly. Mais attends, on est des gens sérieux, on sait travailler, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Bon. Autre sujet sur lequel je voulais vous faire réagir tous les deux, c'est une plainte qui est portée par une coalition d'une trentaine d'entreprises et d'associations contre Microsoft. Donc on vient de l'aborder là sur le S-Data Hub. C'est pas le même sujet, mais enfin c'est porté aussi par Nextcloud, qui est un concurrent de OneDrive de Microsoft. En fait, l'objet de la plainte, c'est encore des pratiques anticoncurrentielles. Oui, encore. Oui. J'ai l'impression d'avoir vu ce film je ne sais combien de fois. Moi, en 97, j'étais chez Netscape. Et 97, il y a quand même 24 ans, bientôt 25. Et on a vu Microsoft faire quelque chose qui était interdit déjà à l'époque et qui lui a valu des problèmes autour de la loi antitrust américaine, c'est-à-dire utiliser son monopole ou son extrême influence dans un domaine pour l'étendre à un autre domaine. Donc c'était le système d'exploitation. Voilà, contre Navigateur, qui était un marché émergent. Et ils ont mis Internet Explorer dans Windows. Et voilà. Résultat des courses, c'était plié en 3 ans. C'est-à-dire que quiconque essayait de faire un navigateur ne pouvait plus le faire parce que le marché était complètement asséché. Est-ce qu'on est dans le même cas de figure? Parce que là, on parle donc de OneDrive et de Teams qui sont préinstallés par défaut sur Windows. Est-ce que, selon vous, on est dans le même type de pratique? C'est la même chose. C'est proche. C'est la même chose. Windows a toujours le même monopole. Je pose la question. Alors, avant même les explorateurs, il y avait les tableurs. Enfin, Feu Lotus, qui n'a pas survécu à Excel, qui était bien intégré. Bon, après, maintenant, on est sur cette suite bureautique. Alors, c'est exactement le même problème. Je voudrais bien que la même plainte soit posée sur Google. Quand on achète un iPhone, on a Safari installé par défaut. Bon, il y a oui, mais sauf que l'iPhone n'est pas monopolistique sur le marché des smartphones. C'est à peu près 15% de part de marché. Un peu plus. Ici, c'est 100%. Mais sinon, dans la vraie vie, dans le monde, c'est cet ordre-là. Enfin, il est au coude à coude avec Samsung en position sur la fabrication, sur la vente de smartphones. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de modèles Samsung que finalement... Oui, mais Samsung, en fait, c'est Android, et Android, c'est Google. Et Android, c'est Google. Et à chaque fois, vous avez Chrome par défaut. Et c'est le même problème. Mais en fait, aujourd'hui, vous avez 3 ou 4 suites. C'est peut-être la chance de Microsoft. Vous avez Google Works, vous avez Facebook Work, vous avez Apple, qui a aussi, j'ai oublié le nom de quelque chose. Et donc voilà, et Microsoft. Sauf qu'effectivement, Microsoft est toujours archi-dominant sur les PC. Archi-dominant. Moi, je vois beaucoup de boîtes qui se mettent à aller vers le Chrome, vers le Chromebook, en fait, des trucs comme ça. Et donc, voilà. Mais... C'est un peu vers là où je vous emmène, c'est-à-dire que finalement, les concurrents en face, c'est pas forcément Nextcloud, quoi. Ah non, mais Nextcloud, il est petit. C'est peut-être plutôt il est européen. Google.
et il est open source. Et moi, je dis que c'est ces gens-là qu'il faut favoriser, clairement. C'est pas les mêmes, ils se battent pas avec les mêmes armes. Google et Microsoft, tant mieux pour eux, quoi, qu'ils se battent, quoi. J'ai aucun problème. Mais les petits, ils ont clairement pas les moyens. Ils sont surtout très centrés sur une petite brique, un petit bénéfice client. Alors que les autres, ils visent la suite. Ce que je veux dire, c'est que là, l'attaque est stigmatisée. C'est vraiment, elle vise essentiellement Microsoft. Est-ce que ça vous semble justifié aujourd'hui ? Oui, mais parce que en fait, c'est le leader aujourd'hui. Et Nextcloud, ils font une suite de collaboratives. Donc, ils arrivent, ils essayent de s'installer sur Windows, mais en fait, tout est préinstallé, pré-câblé pour Teams, pour OneDrive. Et donc, c'est plus compliqué. Et donc, c'est une vraie barrière. Sur les Chromebooks, ils n'y arriveraient pas non plus. Hein. Alors, il y a moins de Chromebooks. Oui, Dieu merci. Parce mais ils n'arriveraient pas non plus. Pour moi, c'est peste et colère. Hein. Pour moi, le Chromebook, on est est encore pire que Windows. On est tout à fait en phase. Et donc, alors, on va terminer parce que je vois que le temps file très vite. On va terminer, peut-être pas terminer, mais enfin, on va aborder aussi ce sujet important donc des Rohingyas qui portent plainte contre Facebook. En fait, ils accusent le réseau social d'avoir laissé se propager des messages de haine visant cette minorité ethnique musulmane originaire de Birmanie. On sait qu'en 2017, s'en est suivi donc une violence sans précédent, hein, avec plusieurs milliers de morts. Est-ce que cette plainte a une chance, selon vous, d'aboutir ? Je ne sais pas si elle a la chance d'aboutir, mais elle est complètement justifiée. Ouais. Bon, moi, les chiffres, je suis allé les chercher pour être sûr, parce que je ne voulais pas dire de bêtises. 25 000 morts, 700 000 personnes déplacées, 36 000 personnes qui ont été jetées dans des feux, des viols collectifs, 18 000, des viols collectifs de guerre, 18 000, parce que les forces de police birmanes ont d'abord attaqué les Rohingyas et ensuite ont diffusé via Facebook des messages de désinformation en disant que les Rohingyas faisaient des meurtres, etc. et ont appelé les gens armés à venir tuer des Rohingyas. Et Facebook, prévenu, évidemment, parce que dès qu'on a vu cette chose se passer, eh bien, on a prévenu la direction de Facebook en Californie. Et ils n'ont rien fait. Et au bout d'un moment, ils ont fait bon, alors les forces de police, ça suffit. Retardement. Non, mais très tardivement. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on le sait via la lanceuse d'alerte Frances Haugen, c'est qu'en fait, la problématique de surveillance de Facebook, elle n'existe qu'aux États-Unis, parce que c'est leur marché et ils ne veulent pas d'ennui chez eux, parce qu'ils savent que le législateur peut leur tomber dessus. En Birmanie, c'est pas important. Et il faut savoir qu'en Birmanie, les gens, vous leur demandez est-ce que vous avez Internet, ils vous répondent non, j'ai pas encore Facebook, mais je vais bientôt avoir Facebook. Ils pensent que Facebook et Internet, c'est pareil, quoi. Et la question, ça porte sur la question de la responsabilité, hein, parce que évidemment, une plateforme peut dire moi, je suis pas responsable des messages diffusés par mes utilisateurs. Oui, enfin, sauf que ailleurs, ils font de la modération. Mais là, ils n'avaient pas d'intérêt économique à faire de la modération et ils ont laissé ces morts se faire. Et ça a duré des années, quoi. Et aujourd'hui, il y a toujours des camps, des gens qui sont sur une île de Rohingyas en dehors de la Birmanie. En tout cas, pour contourner cet écueil, on va dire, juridique, la coalition, on va dire, le groupe de Rohingyas qui porte plainte, demande à ce que ce soit la loi birmane qui soit prise en compte plutôt que la loi américaine sur la question de la responsabilité. Je suis désolée, on fait très vite. Hein. Je voulais qu'on termine avec Mobileye, filiale donc, du géant américain des semi-conducteurs Intel, qui prépare son entrée en bourse pour la mi-2022. Je sais que c'est votre dada, les questions de voitures autonomes. Donc là, on est en plein dedans. On a une filiale israélienne qui est spécialisée dans la technologie pour les voitures autonomes. Absolument. Et donc pour être très très bref, hein, les voitures autonomes, c'est de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est l'intelligence d'un perroquet. C'est-à-dire que ça ne fait que répéter. Donc, si vous voulez apprendre une voiture à conduire, il faut répéter plein de gens qui conduisent. Donc, il faut se mettre dans des voitures avec des gens qui conduisent et comprendre ce qu'ils font. C'est ce que fait Mobileye. Mobileye vient d'annoncer son 100 millionième capteur installé. Ça va. Donc, ça fait que tous les jours, il récupère 4 millions de miles de données. 4 millions de miles par jour. Donc, ça va très, très vite. Et qu'est-ce qu'ils font ? Sur le virage en bas de la rue, par exemple, ils savent, en gros, les gens ils le prennent à quelle vitesse. Donc, ils peuvent
emmener toutes ces données pour faire des véhicules autonomes. Donc du coup, ils sont très en avance. Il y a un petit débat avec Elon Musk parce que Elon Musk veut pas de lidar et eux se mettent à faire du lidar. Mais globalement, vu d'Intel qui doit se lancer dans les semi-conducteurs, on en a parlé récemment, hein, il se relance dans les semi-conducteurs avec un projet monstrueux. L'argent frais fait pas de mal. Et donc Intel a précisé qu'il resterait évidemment actionnaire de Mobile. Il ne va pas lâcher sa petite pépite. Merci beaucoup à tous les deux. Je suis désolée, on a dû faire très vite sur la fin. Merci Alain Staron, PDG d'Amborella, et Tristan Nitto, fondateur du moteur de recherche Unsearch. Merci d'être venu. Juste après la pause.